bon, on va continuer dans les étapes. Hein. Maintenant, il y a un désir collectif d'entreprendre des travaux. Le conseil syndical est convaincu, les copropriétaires ne le sont pas encore tous. Donc maintenant, ça va être l'étape suivante d'obtenir le vote en assemblée générale. Et donc là, je vais passer assez vite parce que je ne veux pas savoir en fait qu'on rediscute des différentes étapes à chaque fois. Donc, une fois qu'on a ce désir collectif, le besoin après, maintenant, c'est véritablement une question de maître d'œuvre global. Hein, trouver le maître d'œuvre global et commencer à pouvoir établir un scénario crédible, détaillé, avec des choix de matériaux, des choix de travaux, cette fois-ci très précis, hein, et puis une capacité à pouvoir présenter à chacun des copropriétaires un devis individualisé. Hein, pour le vote, il faut alors dire certes quelle est la vision d'ensemble des travaux de la copropriété, mais dire pour chacun d'entre eux combien ça va représenter, hein, le coût que ça va représenter. Donc un enjeu d'avoir des devis détaillés, individualisés pour chacun des copropriétaires. Je reviendrai après sur le contrat de performance énergétique parce qu'on s'est posé beaucoup de questions en cours de travail. Et puis après, une fois qu'on a le devis individualisé pour chacun des copropriétaires, la question c'est, ben voilà, ça me coûterait tant, comment je fais pour le financer? Et est-ce que j'ai en face du coût des travaux une capacité à avoir soit des subventions, soit du financement, à du concurrence? Donc, comment faire pour cette partie financière? Et c'est uniquement lorsqu'on pourra présenter à chacun des copropriétaires à la fois le coût et les solutions de financement associées que là, on aura une espérance d'avoir effectivement un vote positif à l'Assemblée générale. Donc toutes les questions qu'on va voir maintenant, c'est toutes ces questions qui vont tourner autour du devis détaillé et des solutions financières adaptées. Voilà pour présenter cette partie de l'arbre de décision. Et pour en parler, donc, on commence par M. Chausson. Oui, c'est ça. On va parler, alors, côté copropriété, conseil syndical, hein, on va parler côté bureau d'études, et puis on parlera aussi gestion de lecture. Didier Martin qui sera pas là, c'est ça. Bonjour, Claude Chausson, donc je suis président d'un conseil syndical sur Lyon. Donc c'est un immeuble qui a maintenant 26 ans, qui commence à avoir des difficultés d'entretien, je dirais, standard. Quelques particularités, je suis président du conseil depuis l'origine, et on est quand même relativement moteur. On a eu une petite expérience, je dirais, dans la deuxième année d'existence de l'immeuble. Il y a eu un très grave dégât des eaux qui a complètement détruit le hall d'entrée. Donc on s'est retrouvé en tant que copropriétaire. On a donc créé un groupe, et ce groupe-là perdure dans la gestion de l'immeuble. C'est-à-dire qu'on a un conseil en 45 lots, on a un conseil syndical de 7 personnes, qui fait déjà une bonne représentation. Dans toutes les assemblées générales que nous avons au minimum 65% des présents et représentés. C'est-à-dire que nous pouvons prendre des décisions sans problème. Maintenant, donc ça c'est un point, je dirais, positif dans la gestion. Je pense que tous les immeubles ne sont pas dans cette configuration-là. Bon, au niveau de notre syndic, on a été un petit peu exigeant, donc on est arrivé à avoir un interlocuteur qui corresponde à nos besoins aussi. Parce qu'on a quelques-uns qui ont trouvé un peu léger, donc on fait des changements. Et puis, je dirais par rapport à ça, j'ai aussi une expérience industrielle, donc il faut savoir que j'ai comme idée que de toute façon, on n'explique jamais assez ce qu'il y a à faire. Hein. Donc, chaque fois qu'on a des travaux, quels qu'ils soient, eh bien, on fait un peu plus d'informations, y compris l'information que l'on met dans les boîtes aux lettres, c'est-à-dire même le locataire, et d'informer des problèmes de l'immeuble, etc., etc. Et en ayant des éléments, ce qui lui permet éventuellement de dialoguer avec son bailleur, parce que nous avons, dans cet immeuble-là, il y a un petit peu moins de 50% de propriétaires occupants. Donc vous voyez
oui, on arrive quand même pour les assemblées générales à ramener des bailleurs pour l'expliquer. Alors, nous nous trouvons dans une circonstance d'amélioration et les gens se posaient des questions. On a dit, ben, tant qu'on n'a pas d'éléments un peu plus chiffrés, donc on a fait faire un diagnostic de performance énergétique qui, on a mis une année à en discuter parce que beaucoup d'éléments étaient surprenants pour quelqu'un. On rejoint l'hétérogénéité des informations qu'il peut y avoir. Là, on avait celles qui étaient propres à notre immeuble. Et donc, on a pu hiérarchiser un petit peu les priorités, déjà en fonction de ce qu'il peut y avoir dans ce diagnostic. Et puis, donc, cet élément-là nous a permis de lever beaucoup de doutes, beaucoup de contraintes pour beaucoup de propriétaires, occupants ou bailleurs. Savoir ces éléments chiffrés, dès le départ, ça a permis de plus motiver les gens. Et un autre point qu'on a dans cette copropriété, c'est que nous avons anticipé sur la loi Allure, sur la réalisation de provisions aux travaux. C'est-à-dire que depuis maintenant 5 ans, nous faisons des réserves. Bon, on a eu des problèmes, des annonces de ravalement de façade qui allaient être obligatoires, ce sera dans les 5 ou 10 ans qui viennent, on va traîner un petit peu. Problème d'ascenseur, etc. Donc on a pris la décision, on a anticipé sur le coût de travaux. Donc on a des réserves affectées travaux sur compte séparé. Ce qui nous permet évidemment, donc là pour la dernière Assemblée Générale, on a décidé de faire en rénovation une rénovation énergétique liée à des rénovations d'étanchéité sur les toits de terrasse. Donc ce point-là, il est réglé. On avait l'argent pour faire des travaux. Donc on se trouve dans des circonstances où c'est, je dirais, là la décision de l'Assemblée Générale est grandement facilitée. C'est très important. Mais je dirais tout ça, c'est parce qu'on a anticipé sur les problèmes. Alors on n'a pas tout résolu dans les problèmes énergétiques parce que notamment on a une très jolie façade. Elle ne représente pas grand-chose en termes de dépenses énergétiques, moins de 15% des dépenses de l'immeuble, donc ce qui est relativement faible. Et faire quelque chose d'une isolation, pour le moment, techniquement, on n'a pas la réponse. C'est-à-dire qu'on a aussi les murs rideaux, donc c'est quelque chose de... Techniquement, on ne sait pas comment faire. Donc voilà, maintenant, dernier point peut-être. Il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est pas. Donc maintenant, si vous avez des questions sur la boîte de fonctionnement. Merci. Bon, moi je vais vous parler de. Je vais être assez bref. Je vais parler de deux choses. De la partie ingénierie, qui serait peut-être... vous connaissez le fonctionnement ou pas, donc ce serait intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions. Et la deuxième chose, je vais parler d'un point, d'un questionnement qui a eu tout le long des travaux qu'on a eus cette année, concernant qui est le pilote de la rénovation énergétique. À qui on va coller cette étiquette, parce qu'il en faut un. Donc je pose la question, je n'ai pas forcément la réponse, on n'a pas forcément les réponses dans le cadre de ces discussions, mais il faut en avoir un, il faut qu'il y ait un pilote, il faut qu'il y ait ce que j'appellerais un gestionnaire de projet. Alors, il s'appelle syndic ou ALEC ou autre, mais il faut un gestionnaire de projet. Voilà, donc premier point, les acteurs. Les acteurs, on en a parlé énormément. À travers un schéma, peut-être d'autres qu'on n'a pas mentionné, je mets peut-être dans une chronologie plus ou moins réelle de la rénovation. On passe par un BET, ça veut dire bureau d'études,
pour faire de l'audit. Alors, ils font du DPE, diagnostic performance énergétique, mais un bureau d'études fait de l'audit, suivant des cahiers de charges très spécifiques, des méthodes de calcul très spécifiques, très, très complexes. Donc ça, c'est le démarrage. C'est le démarrage de la chaîne, ce que j'appelle la chaîne de valeur de cette action de rénovation énergétique. Ensuite, il y a le maître d'œuvre, qui est aussi un bureau d'études, architecte, entreprise, contractant général peut-être, mais j'appellerais ça de la maîtrise d'œuvre, qui a un rôle dans la réalisation. Ensuite, le point dont je parlais tout à l'heure, le management de projet. Qui manage ce projet de rénovation? J'ai mis syndic facilitateur, mais c'est un gestionnaire de projet, qui peut être beaucoup plus que ça, qui n'ont pas d'interrogation pour l'instant. Ensuite, ceux qui sont concernés de loin, mais notamment tous les intégrateurs, tous les fabricants, toute l'industrie de ce monde qui évolue très rapidement. Le bâtiment en France évolue lentement par rapport à l'industrie, pour exemple, mais les 10 dernières années, on assiste à des innovations technologiques majeures qui arrivent très vite sur le marché, ce qui est une nouveauté pour le bâtiment. Ensuite, il y a d'autres métiers qui arrivent et qui vont prendre part aussi bien dans le financement, mais en tant que pour faciliter la rénovation, c'est tout ce qu'on appelle les entreprises services énergétiques, qui ont un poids limité pour l'instant en France, mais qui ont vocation à progresser. Souvent, c'est des gens du domaine de la maintenance qui vont faire un petit peu de conception, qui vont faire de la réalisation, et puis éventuellement faire du suivi de la maintenance des installations, de manière à ce que, dans le temps, ce qu'on a annoncé au départ comme économie d'énergie, comme performance, doit être maintenu. C'est extrêmement important que la rénovation arrive à une performance, que la performance soit maintenue dans le temps. Et puis le suivi énergétique à domotique, bon, on est chez Schneider forcément, ce qui est un métier absolument naissant, gigantesque. Et puis il y a un autre métier qui s'appelle le contrôle. Il faut savoir que les quelques milliards de subventions qui vont dans la rénovation, c'est de l'argent public, c'est nos impôts. Un cas typique en France, cet argent, il est donné à travers des crédits d'impôt, je dis bien donné, sur présentation d'une facture de travail, et non pas sur vérification d'une économie avérée et mesurée. Donc, il est très important, et encore une fois, cet acteur qui le contrôle, qu'il soit pertinent, que celui qui fait la réalisation ne fait pas le contrôle. Qu'on conditionne la subvention, qui coûte cher, à l'atteinte des objectifs. Maintenant, exemple de la chaudière, vous achetez une chaudière qui est à condensation, vous avez tout de suite un crédit d'impôt, des certificats d'économie d'énergie, etc. Une réduction de 30% à peu près sur le coût de la chaudière, alors que peut-être que vous n'allez jamais installer la chaudière, ou que quand vous l'installez, qu'on ne saura jamais. D'accord? Donc il y a des couacs dans ce système, que j'essaie de mentionner, et je reviens, donc je fais le tour des acteurs, collectivités complètement d'accord pendant toutes les séances de travaux qu'on a eues sur le rôle moteur des collectivités et le rôle moteur des organisations telles que l'ADEC et autres. L'ADEME, effectivement, ils ont également maintenant un rôle de financement dans tout ce qui est fonds chaleur et autres, mais bon, l'ADEME régionale n'est pas très active, malheureusement. Donc il faut qu'il y ait des relais à travers ces... Ok, donc la formation, les organismes de qualification, tout ça, c'est un microcosme absolument nouveau. Il a du mal à fonctionner tous ensemble, mais il faut qu'il y ait à notre avis, et ce qu'on a trouvé comme déclencheur de la rénovation, il faut qu'il y ait un maestro, il faut qu'il y ait quelqu'un
qui pilote cette chose. J'appelle ce gestionnaire de projet, ça peut être un maître d'œuvre, mais étant bureau d'études moi-même, la complexité du travail avec la copro, c'est assez spécifique. On travaille dans l'industrie, on travaille dans le tertiaire, on travaille avec le public, le patrimoine des collectivités, mais et on en fait quelques interventions dans les copros, mais c'est très complexe. Donc finalement, il faut être convaincu finalement que ce n'est pas attractif de travailler dans ce domaine pour un bureau d'études. Et je pense que le bureau d'études, alors je parle pour moi, mais beaucoup d'autres sont dans la même situation, ne vont pas aller dans 3 AG, ne vont pas venir et convaincre et user de la pédagogie. Ce n'est pas leur ADN. Donc ce n'est pas le bureau d'études apporte des éléments, et croyez-moi, je vais vous parler après de la qualification des bureaux d'études. Il s'est fait énormément de choses les 2 dernières années, c'est tout récent. Donc les bureaux d'études ont beaucoup évolué pour répondre à ce besoin à travers la qualification. Donc il y a eu du nettoyage qui est fait sur les bureaux d'études qui interviennent là-dedans et qui s'appelle la charte RGE, reconnue garant de l'environnement. Donc faites confiance aux bureaux d'études d'abord, mais ne leur demandez pas de faire des choses qui ne seront pas bons à les faire, à passer des heures à faire de la pédagogie. Je pense c'est le rôle d'un gestionnaire, un généraliste, qui va venir présenter les choses de manière simple, quelqu'un qui a les rondeurs et qui sait travailler avec peut-être, c'est un mix entre un syndic et des organisations telles que la LEC. C'est en fait ce qu'on pense. Mais c'est vrai que dans toutes les audits, la plupart d'audits qu'on a fait dans les copropriétés, le moteur principal c'était le conseil syndical. Souvent le syndic il est un petit peu en retrait. Malheureusement parfois il est un frein lui-même, parce qu'il n'a pas envie de faire, il est négatif. Donc c'est vraiment le conseil syndical qui est le cœur. Alors je passe à la deuxième phase qui est RGE études. Alors c'est quoi RGE études? Alors il faut savoir qu'en France, pays des ingénieurs, on n'a jamais eu de certification, de qualification des bureaux d'études. Jamais. Alors, l'OPQUBI, qui est l'organisation, bon, vous n'êtes pas forcé de le connaître, c'est une organisation de qualification des bureaux d'études qui existe depuis 30 ans. Les bureaux d'études se faisaient qualifier à travers un processus bien précis pour avoir le droit, ou plutôt pour montrer la compétence au maître d'ouvrage, qu'ils sont bons dans leur domaine. Maintenant, cette qualification qui était volontaire, elle est devenue obligatoire. C'est pour ça qu'on les appelle RGE, reconnus garant de l'environnement. Alors, il faut savoir que le processus, par exemple en France, là, les chiffres que vous voyez sur la gauche, 12, 24, 13, 26, c'est des numéros de qualification. Par exemple, le 1905 tout en bas, c'est la qualification qui correspond à la performance énergétique dans le bâtiment. Pour pouvoir intervenir dans le bâtiment, pour un bureau d'études, il faut qu'il ait cette qualification. Alors, ces chiffres-là, par exemple en France, il y a 409 bureaux d'études qui ont cette qualification. Il y en a 30 000 qui travaillent là-dedans. D'accord? Donc, depuis 2 ans, pour être RGE, il faut passer un parcours de combattant qui est assez dur, et heureusement, et on le comprend, on l'encourage, toutes les organisations professionnelles l'encouragent, parce que ça monte la compétence, ça améliore la compétence. Donc, pour votre information, exiger des bureaux d'études compétents avec les qualifications correspondantes qualifiées par le PQBI, qui est l'organisme de qualification de l'ingénierie française. Suivant, voilà, c'est juste l'intitulé des compétences, par exemple 1905, audit énergique des bâtiments tertiaires ou habitation collective. Donc, derrière ce 1905,
il y a un référentiel, il y a un cahier de charge, il y a des choses très sérieuses, il y a des méthodes de calcul, il y a des logiciels, il y a toute une panoplie de choses. Il y a des entreprises et des bureaux d'études avec des assurances, avec des compétences dans le gouvernement, dans le courant fort. Donc, vous n'avez pas en face une personne qui est spécialisée dans la gestion de projet. Non, vous avez en face un ingénieur qui va vous faire votre audit énergétique, qui va vous donner du chiffrage sur quelles sont vos déperditions, combien vous coûtent vos travaux, et si vous investissez tant dans votre bâtiment, qu'est-ce que ça vous rapporte. Voilà les deux éléments. Maintenant, ma question reste toujours posée. Qui va prendre cette place de gestionnaire de projet dans ce projet de rénovation, sachant que la copropriété ce sont des projets assez complexes, humainement. Donc voilà, c'est peut-être la question à résoudre, à trouver qui va faire ce travail, qui est le plus compétent à le faire. Et je pense que c'est le frein principal. Merci Anas. Donc il est 15h56, à 16h on fait une pause qui vous a été promise, donc je vous rassure, tout est prêt pour ça. Donc 3-4 questions d'ici 16h à votre disposition. Oui. Si vous voulez être enregistré, il faut qu'on se fasse tous les deux. Voilà. Oui, alors ce sera plus un témoignage qu'une question. Donc je suis bénévole à une association qui s'appelle Un Toit pour tous, où nous rénovons tous les ans 20 appartements dans le diffus, bon, plus quelques maisons, mais je n'en parlerai pas. Et c'est une rénovation, on les amène à peu près au niveau entre B et C. Mais ce que je voudrais donner, c'est un témoignage par rapport à tout ce qui se passe dans les AG de copro. Nous avons actuellement, nous devrions participer à plus de 200 AG de copro tous les ans. Enfin, nous avons des appartements dans plus de 200 copros. Et nous faisons, avec un groupe de bénévoles, environ 70 AG de copro tous les ans. Donc nous avons vu voter ou refuser des opérations murmure. Nous voyons un petit peu comment, j'allais dire, les copros se passent. Et ce que je voudrais donner comme témoignage, c'est un peu, dans l'arbre qui nous a été donné et qui est bien intéressant, la question abandon et la question rejet. Parce qu'effectivement, c'est des questions pas importantes, mais c'est quand même celle où on a le plus de résultats, si je puis dire. Enfin, sur murmure, de 400, je crois que c'est passé à 80 ou quelque chose comme ça. Donc, il en manque 320. Et on a essayé de regarder les 70 AG, de regarder un peu qu'est-ce qui fait ça. Bon, c'est clair que le principal problème, c'est le manque de moyens des gens. Et ça, effectivement, on n'est pas... C'est très difficile, j'allais dire, de le combattre et on n'a pas les moyens ici. Mais il faut quand même aller un peu plus loin dans l'analyse. On a vu qu'on a, disons, deux types de personnes qui sont quand même très réticentes aux travaux. Et ce ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, vous avez les personnes âgées, soit parce qu'elles ont des retraites insuffisantes et elles arrivent à peine, en général, elles votent, j'allais dire, contre presque tous les travaux. Vous avez dû connaître ça dans vos syndics, dans vos réunions de syndic, et nous on le voit. Hein. Ou des gens qui disent, ah ben moi, j'ai 70 ans. Bon. Et on s'était posé la question, nous, les bénévoles, d'aller voir chez ces gens-là la famille, parce que c'est elle qui pourrait dire, le patrimoine, c'est pas la personne qui est dans la maison, qui est dans le logement, c'est ceux d'après. Bon, on n'a pas fait, mais c'est une question à se poser. Le deuxième, et ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est la génération des 40 ans, qui viennent d'acheter, qui ont acheté avec, j'allais dire, le maximum d'emprunts, n'ont pas pensé généralement aux charges de copro, au foncier, et qui n'arrivent même pas à payer, j'allais dire, des travaux obligatoires. Moi, j'ai vu des copros qui refusaient de faire des travaux de descente des eaux qui étaient foutus, qu'il fallait refaire. Ils le décalaient tous les ans. Bon, quand vous voyez ça, c'est évident que si vous arrivez convaincu, avec une envie, murmure, et même si vous avez de bonnes raisons de le faire, bon, eh bien, vous comprenez, moi, il n'arrivait pas à la voter parce qu'on ne met pas une copro, j'allais dire, complètement dans le rouge pour des choses comme ça. Donc c'est un point sur lequel on aura du mal, évidemment, à trouver des solutions aussi, mais il faut savoir quand même que c'est la majorité de nos copros. Et depuis 3 ans, je peux vous assurer,
je peux témoigner que depuis 3 ans, on sent une paupérisation dans les copros. Et ce sont pourtant des copros où nous, on n'achète pas quand la copro est en difficulté. Donc les copros en difficulté, elles ne sont même pas dans ce que je vous dis. Voilà. Merci. Je passe la parole, madame. Il y a une retombée de ce que vous dites, c'est pas obligatoirement le fait que les gens sont relativement en difficulté, c'est peut-être aussi que le marché de l'immobilier est trop haut. Parce que vous parliez des gens de 60 ans, moi j'ai 60 ans. Quand je vois le prix de l'immobilier aujourd'hui, en particulier pour mes enfants et celui il y a 30 ans, non, c'est peut-être pas que la paupérisation, parce que c'est à la mode de parler de la paupérisation et je sais que ça existe, bien entendu. Mais il y a aussi le fait que l'immobilier en France en particulier est en moyenne bien plus élevé que dans beaucoup d'autres pays d'Europe. Hein. Donc, du coup, ça devient une vraie question économique. Et c'est plus une question ponctuelle, mais c'est une question d'ensemble économique. Madame. Oui, pour faire suite à ce que vous venez de dire, d'ailleurs c'est parce que je voulais poser une question, mais il y a aussi la population qui vieillit. Moi j'ai un immeuble où il y a énormément d'appartements qui sont rentrés dans des successions. Les gens ne payent pas les charges parce que c'est toujours long, compliqué, etc. Donc c'est vrai qu'on tombe sur des tas de problèmes comme ça. Bon, moi c'est pas ma question. Alors moi je suis présidente d'un conseil syndical. Je crois que le rôle est extrêmement important, mais moi je fais un très beau travail technique. Alors, j'ai entendu un technicien, ça m'a fait très plaisir, parce que moi, je bute sur des problèmes, c'est qu'on demande de faire beaucoup de choses, les décrets d'application ne suivent pas, etc. Et que je me rends compte que les entreprises ne suivent pas non plus. Et qu'on fait installer des choses. Alors moi, j'ai fait faire des travaux assez tôt, justement, bon, et je me rends compte qu'il y a des choses qui sortent, qui sont beaucoup mieux, qu'il faut retravailler avec les entreprises, et que ce qu'on apprend devant un ordi, ou les arguments de ceux qui vous vendent des machins, n'est-ce pas, quand on est après sur le terrain, c'est pas du tout ça. Et alors moi, je me demande si on n'a pas intérêt un petit peu à attendre, à voir ce que ça donne, parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent, qui sont très performantes, et qui ne sont pas encore là, etc. Et c'est un travail qui est extrêmement difficile à faire. Moi, je bute sur des trucs complètement idiots. On a fait installer, par exemple, des détecteurs de présence dans les allées, hein, qui sont censés se déclencher quand les gens passent, et ça se déclenche tout le temps, quand l'ascenseur passe, quand on passe derrière la porte, etc. Donc on bouffe bien plus qu'avant. Bon, or maintenant, il arrive des choses très bien. Vous voyez, c'est un truc simple, hein, bon. Mais c'est comme ça sur les pompes aussi de chauffage central. Bon, moi, j'évolue, et je me rends compte que les choses vont très vite, et qu'il faut peut-être attendre, et que c'est un sujet très complexe. Parce qu'il y a des choses qui viennent maintenant et qui sont bien. Je pense qu'on ne peut pas laisser passer ça. Voilà, alors, on ne peut pas laisser passer ça. Oui, je suis ravi de voir une personne qui s'intéresse à la technique. Mais non, il ne faut pas attendre. Je pense qu'il y a énormément de choses et d'incitations pour faire des travaux. Mais il faut vous faire accompagner correctement avec des bureaux d'études compétents. Je voulais absolument parler de la compétence des bureaux d'études. Alors, bon, vos détecteurs de présence, c'est uniquement un paramétrage que votre installateur a mal fait, mais ça, c'est une technologie qui existe depuis 20 ans. Dans 20 ans, peut-être qu'il y aura des choses beaucoup plus performantes, mais il fait, normalement, ça fait déjà son travail. Mais non, la question, c'est pas un frein. La technique évolue très vite. Il faut savoir la choisir. Il faut s'adresser à un professionnel, justement généraliste, indépendant. C'est important. C'est pas EDF qui vient vous faire votre audit, parce que EDF il a plutôt intérêt à vendre de l'énergie que l'inverse. Donc accompagnez-vous par des professionnels compétents et ayez confiance en nous. Merci. Est-ce que je peux répondre à la dame? Est-ce que je suis autorisé? Non, je vais juste répondre à la dame. Ça dépend beaucoup de ce que vous avez dit. Oh, je ne suis pas convaincu. Enfin, je pense que la réponse doit peut-être vous convenir aussi. Alors, je suis effectivement professionnel en plus dans le métier du chauffage, mais ça c'est un autre sujet. Mais je vais vous donner un exemple où je pourrais vous en donner plusieurs, mais je ne vous en donner qu'un seul. On parlait d'aide tout à l'heure, de certificat d'économie d'énergie. Et pour vous donner un exemple, on a rénové une chaufferie dans une copropriété de 120 logements il y a 10 ans de ça. Voilà. À l'époque, cette copropriété a payé 0 € pour sa rénovation parce que les aides couvraient l'intégralité des travaux. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, donc je vais faire
un an en arrière, parce qu'on a refait le calcul il y a un an en arrière, ça leur aurait coûté 120 000 euros. Parce que les aides ont baissé. Donc quand vous dites, il faut attendre, je suis d'accord avec vous peut-être sur certains sujets. Oui, techniquement. Non mais, plus on attend, et plus aujourd'hui, de toute façon, les choses vont évoluer. Dans 3 ans, quand vous direz, je vais attendre, et vous attendrez encore parce que dans 6 ans, il y aura quelque chose de mieux. Et dans 10 ans, il y aura encore quelque chose de mieux. Donc il arrive un moment, il faut se lancer. Il faut se lancer avec effectivement ce qui existe sur le marché et avec ce qui se fait de bien, ou de mieux, ou de plus adapté. Et c'est surtout là où le bas blesse. Le plus adapté. Et c'est un mot adapté qui n'est pas toujours bien utilisé. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je sais pas si ça vous plaît. D'abord, je ne sais pas, ça va arriver. C'est un débat. Donc, merci beaucoup. Un petit élément complémentaire à ce problème-là, c'est que nous, dans notre démarche, on a eu du mal aussi à trouver les bureaux d'études spécialisés qui veulent bien faire ce qu'on souhaitait sans nous faire quelque chose de trop général. Difficulté à trouver des maîtres d'œuvre, et on a même actuellement des difficultés à trouver des professionnels capables de faire. Non, je sais qu'on va en parler du modèle. Mais on a du mal à trouver des professionnels et des gens qui sont capables de mettre en œuvre les techniques qui sont sur le marché, qui sont disponibles. Hein. Là, on se bat actuellement avec une entreprise qui vient de déposer le bilan. Bon. On en parlera tout à l'heure, c'est pour ça que ce que dit Claude est tout à fait pertinent, et on y reviendra avec Pierre Patroncini. Juste un dernier mot, le mot de la fin, tout le monde voilà. Pour boire un verre d'eau. Je vais être rapide, juste pour revenir sur la question financière, et quelques retours d'études qui ont pu être faites sur le plan géographique, qui sont intéressantes. Donc il faut savoir qu'à Grenoble, on a quand même une particularité locale, c'est-à-dire qu'on a des copropriétaires qui investissent très peu pour l'entretien de leur patrimoine par rapport à d'autres régions de France. Il y a des études qui ont été faites à l'euro investi au mètre carré. Et il faut savoir qu'à Grenoble, on n'est particulièrement pas par rapport au niveau national. Oui, mais après cette table ronde, ça va beaucoup changer. Voilà. Certainement. Écoutez, donc, je pense que la question du timing, c'est un point qu'on partage tous. Si on ne veut pas finir trop tard, puisqu'on s'était donné une base à 15h30, éventuellement 15h45, il est 16h07, hein, vous avez tous l'heure comme moi. Je pense que si on prend plus de 10 minutes, ça va fausser. Alors, merci de ne pas m'obliger dans 10 minutes à faire le tour de tout le monde. C'est comme au théâtre, dans 10 minutes, on refrappe les 3 coups et on commence. Merci.